Bonjour, je suis ravi de vous recevoir pour ce nouveau numéro de 30 minutes patrimoine, consacré aujourd'hui à un élément qui est fondamental, qui est très important, dont on parle beaucoup. Alors, on va en parler avec des acteurs extrêmement engagés au sein de OFI. Et le thème, c'est comment donner du sens à son épargne. Un thème qui est très présent aujourd'hui chez les particuliers, chez vous. Vous nous voyez, vous nous rencontrez, et à chaque fois, vous nous parlez aussi de ces éléments sur lesquels on reviendra. Juste quelques petits rappels sur la place. La marque B2C à destination de vous, nos clients du groupe Cristal, qui détient également Zénith, notre entité qui façonne les produits à destination bien de vos investissements justement. Et puis une fintech, Quarkio, on en reparlera sur un autre 30 minutes patrimoine. Juste quelques chiffres sur la place. On a souvent l'intention de dire, nous l'affirmons, nous sommes la référence de la gestion privée. Grâce à vous, un peu plus aujourd'hui de 7 milliards d'actifs conseillés, 50 000 clients, 30 années de savoir-faire. Vous connaissez ces chiffres par cœur. Une collecte l'année dernière d'1,8 milliard. Cette année devrait être plutôt excellente grâce à vous. Merci encore de votre fidélité. La place, c'est de la gestion de patrimoine, c'est de la gestion privée, c'est de l'ingénierie patrimoniale, c'est un savoir-faire qui repose sur des compétences protéiformes. À votre service, n'hésitez pas à voir vos conseillers. Nous serons toujours là pour vous conseiller justement au mieux. Alors, sans plus attendre, comment donner du sens à votre épargne? On y arrive. J'ai la grande chance de recevoir aujourd'hui Valérie Demeure. Alors Valérie, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Valérie, directrice d'analyse ESG. Alors déjà, des acronymes, on en a partout. Vous allez nous aider dans tous ces acronymes où parfois on se perd un peu. Donc pour OFI Invest. Je vous laisse la parole Valérie. C'est quoi l'ESG? Alors l'ESG, vous l'avez dit, c'est un acronyme. L'ESG, ça correspond à des enjeux de durabilité. Derrière le E, on a le mot environnement. Derrière le S, on a le mot social ou sociétal. Et derrière le G, on a la gouvernance. On parle de quoi exactement? On parle des politiques et des pratiques que les entreprises mettent en place pour gérer leur risque de durabilité. Donc, sur l'environnement, on va regarder comment une entreprise gère le changement climatique, les risques de son activité sur la biodiversité, sur l'eau, sur les déchets. Quand on parle de social, ça va être les politiques de ressources humaines, la formation des salariés, le dialogue social, la non-discrimination ou l'égalité des chances. Au sein de la société? Au sein de la société. Donc là, l'ESG, ça concerne les entreprises elles-mêmes. Contrairement à ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Excusez-moi. Oui. ESG, gouvernance? Gouvernance, tout à fait. Vous pouvez nous expliquer un peu, c'est quoi la gouvernance? La gouvernance des entreprises? Exactement, gouvernance des entreprises. On va regarder comment est composé le conseil d'administration, si les administrateurs sont bien indépendants, s'ils sont bien formés, s'ils connaissent bien toutes les problématiques de la société. On va regarder les comptes aussi de la société, les audits internes également qui peuvent être faits. On va regarder si les droits des actionnaires minoritaires sont bien respectés. On va regarder aussi tout ce qui est rémunération des dirigeants et les critères qui sont adossés à ces rémunérations. Les bonus, par exemple? Les bonus. Vous investissez dans une entreprise, vous êtes à même, en tant qu'actionnaire, de vérifier quel bonus devrait se verser le président. Alors, tout à fait, parce que déjà, on vote en Assemblée générale et on a une politique... Alors, attendez, on vote. Vous êtes, en rappelant, OFI, investi dans les entreprises. Oui. On a deux éléments. La finance, bien sûr. Exactement. Quelles sont les performances? Alors, les dividendes, les plus-values à attendre. Mais aussi, il y a un droit dont on parle peut-être pas assez, c'est ce fameux droit politique, le droit de vote. Exactement. Et quand on investit en actions, on est détenteur d'un droit de propriété et d'un droit de vote. Donc, on s'exprime lors des assemblées générales. Et pour ça, on reçoit toutes les résolutions qui sont soumises aux actionnaires. Et donc, on a notre droit de vote, on l'exerce et on regarde si les propositions en matière de gouvernance de l'entreprise sont alignées avec nos convictions. Si elles sont alignées, tant mieux, on va voter pour une résolution. Bien sûr. Si on n'est pas aligné, on va voter contre. Et l'année dernière, on a voté contre à plus de 30% des résolutions en 2022. 30% de l'ensemble des résolutions ou 30% de toutes les résolutions d'une entreprise? De l'ensemble des résolutions sur lesquelles on a voté. Et alors, nos votes contre, ils se sont beaucoup exprimés sur la rémunération des dirigeants, justement, parce qu'on a des critères assez précis pour ne pas dépasser certains seuils. Et
respecter les pratiques de marché par rapport au secteur d'activité. Et vous êtes suivi dans les droits de vote? Est-ce que c'est vous votez contre, mais est-ce que l'ensemble des actionnaires ont pu voter contre ou a pu voter contre pour parler français? Oui, ça dépend des résolutions, mais oui, après... Vous pouvez embarquer, donc... On peut embarquer. Donc je vous confie de l'argent, nos clients vous confient de l'argent au sein d'Ophi, et puis vous vérifiez ces éléments-là pour être certain, notamment, vous parliez de la rémunération, que ça puisse être en réalité considéré comme vertueux et pas excessif. Exactement. L'idée, c'est effectivement de considérer des pratiques qui nous semblent raisonnables et responsables pour que l'entreprise soit gérée la mieux possible. Et vous pouvez proposer des résolutions aussi? Tout à fait. Ça, on l'a fait cette année, on l'a fait l'année dernière. Souvent, pour être plus fort, on se regroupe avec d'autres investisseurs dans le cadre de coalition, parce que pour déposer une résolution, il faut détenir 0,5% du capital. Donc, on se met ensemble. Et là, on a déposé notamment cette année 2 résolutions climatiques, puisque la gouvernance, ça concerne aussi la durabilité. Et là, on a déposé une résolution chez Engie lors de l'Assemblée du 26 avril, une autre chez Total qui va être votée le 26 mai. Donc, vous êtes actionnaire de Total? On est actionnaire de Total. Donc, vous estimez que d'investir dans Total répond aux critères ESG au sens où vous l'entendez? Alors, la façon dont on conçoit ça, on a des politiques d'exclusion, notamment sur les secteurs du pétrole et de gaz. Et Total, on va regarder en fait le pourcentage de chiffre d'affaires qu'une entreprise tire des activités pétrogazières. On regarde également le pourcentage de production dans les énergies fossiles non conventionnelles. Et on va regarder les investissements qui sont faits dans les nouveaux projets. En l'occurrence, Total, on n'a pas beaucoup d'actions dessus, mais on en a un peu. Et c'est un peu volontaire, c'est qu'on veut engager. Parce que si on n'a plus de droit de vote, si on n'a plus d'action, on ne peut plus engager, on ne peut plus s'exprimer lors des assemblées générales. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que l'engagement, c'est aussi, ça nous sert à dialoguer avec les entreprises, à essayer de les convaincre, à porter nos convictions. Et si on n'a pas ce droit de vote, si on n'a pas d'action, on ne peut pas le faire. Total, acteur de la transition énergétique, ça, c'est ce que vous prônez en étant actionnaire, en quelque sorte. Alors, on prône ce qu'on aimerait voir. Ce que vous essayez de prôner. Ce qu'on essaie de Évidemment. prôner, exactement. Sur Total, il y a déjà eu une première résolution en 2020 et on a vu que l'entreprise avait quand même avancé, puisque ces investissements en énergie renouvelable, sur les biocarburants, les biofuels ou l'hydrogène, ont quand même augmenté et sont passés d'1 milliard de dollars en 2019 à 4 milliards en 2022. Il y a un mix énergétique aussi qui montre que l'entreprise investit dans les énergies renouvelables. Donc, il y a des vrais progrès. On le voit, hein, c'est plus Total, maintenant c'est Total Énergie la marque. Hein. Voilà. Donc, ce n'est plus que le pétrole. Non, ça n'est plus que le pétrole. Après, on attend toujours plus parce qu'il y a des exigences qui sont là. Il y a le changement climatique est là, donc on attend des efforts conséquents pour que l'entreprise s'aligne sur un scénario de réchauffement à 1,5 degré, comme préconisé par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, évidemment, on a d'autres attentes. On demande à l'entreprise d'être transparente sur sa stratégie, sur ses trajectoires, et de nous aider à comprendre, en fait, si la stratégie dans laquelle elle s'inscrit est vraiment plausible. Et donc, du coup, c'est ce qu'on attend de Total. Un engagement de Total et puis de toutes les entités au sein desquelles vous investissez. Donc, ça, c'est l'engagement d'Ophi lorsqu'on vous confie des liquidités. Là, on parle d'actions. Hein, donc, on donne l'exemple de Total. Engie aussi, peut-être aussi? Oui, Engie aussi, tout à fait. On a déposé une résolution pour demander à l'entreprise d'être très transparente sur ses critères, toujours pour s'inscrire dans cette trajectoire 1,5 degré. Et le vote a été accepté par 24% des actionnaires, même un peu plus. Si on retire l'État et la CDC, ça fait 43%. Et le président, Jean-Pierre Clamadieu, a lui-même dit que c'était une résolution qui avait quand même été beaucoup portée et qu'il ferait beaucoup d'efforts en matière de dialogue actionnarial pour mieux communiquer sur ces sujets. Alors on le voit, hein, donc on parlait de gouvernance et puis on revient à l'environnement, puisque tout est lié en réalité. Hein, les critères sont liés. Alors ESG, on en a parlé. Alors ISR, on entend aussi cet acronyme. Exactement. C'est quoi l'ISR ? Ça signifie investissement socialement responsable. Et l'ISR, c'est la façon dont l'investisseur va intégrer et tenir compte justement des enjeux ESG dans ses décisions d'investissement. Donc, ça peut être dans une construction de portefeuille, ça peut être aussi après. Il y a différentes façons de tenir compte de ces enjeux. On peut le voir, par exemple, si on a des politiques d'exclusion sectorielle
parce que on parlait du pétrole et du gaz, on en a sur le charbon, on en a sur l'huile de palme aussi, parce que c'est un secteur qui contribue beaucoup à la déforestation. On en a sur des normes internationales ou sur le tabac, tout simplement. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est à diminuer les incidences négatives, à diminuer les impacts négatifs sur un portefeuille, sur un émetteur et in fine sur nos clients, sur la rentabilité pour nos clients, de leurs investissements. Bien sûr. Donc, et puis on essaie de respecter aussi les 17 critères ODD, je crois, encore un acronyme de l'ONU, c'est ça? Alors, les ODD, c'est quoi les ODD? Alors, GISR, ODD, on arrête après les acronymes, promis. Les objectifs de développement durable de l'ONU, donc ils ont été proposés en 2015 par l'ONU. Il y a 17 objectifs de développement durable. Et donc, l'idée, c'est effectivement que les entreprises, comme les États d'ailleurs, investissent pour promouvoir à la fois le développement durable sur des problématiques environnementales, mais aussi sociétales. La lutte contre la faim, la lutte contre la pauvreté, l'accès à la santé, la promotion des femmes, outre le changement climatique, des infrastructures durables, des villes aussi Je pense qu'on va en reparler des infrastructures dans peu de temps. Exactement. Donc les ODD, c'est un programme ambitieux. On peut tenir compte à la fois des produits un peu innovants qui sont créés par les entreprises pour atteindre aussi ces ODD, voilà, et des pratiques. Et les ODD sont beaucoup reprises dans des stratégies plutôt d'impact, en fait. On va en parler. Donc, impact. D'impact. Ouais. On a le GISR et je crois qu'il y a des fonds impact aussi. Exactement. C'est un rapport? Oui, c'est un rapport. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est mesurer l'apport de l'investissement. Enfin, comment mon investissement crée de la valeur. D'accord. Donc dans le temps. Oui. Alors dans le temps, et on peut avoir des projets en disant combien d'emplois je vais créer, combien de lits je vais ouvrir dans un hôpital, enfin voilà. C'est la mesure de l'impact de mon investissement. Et alors, on le mesure dans des fonds, comment ça se voit? Moi, je suis investisseur, je crois que pour tous les investisseurs, aujourd'hui, on doit poser des questions. Donc, la régulation s'est mise au travail pour essayer de voir quels sont ses critères extra-financiers, quelle est son appétence, si je puis dire, aux critères extra-financiers. Et donc, ça se voit dans les fonds lorsqu'on a un reporting, par exemple? Oui, on a des reportings, tout à fait. Nous, tous les fonds qui ont reçu le label ISR, justement, donc d'investissement socialement responsable, doivent reporter sur certains indicateurs, doivent rapporter leur performance aussi dans le temps. On a des évolutions historiques qui permettent aussi de voir comment le portefeuille évolue. Et pour nos fonds d'impact, effectivement, il y a un reporting tous les ans, très transparent, qui nous montre l'évolution, la performance, quels engagements ont été faits auprès des compagnies, comment on a mesuré cet impact. Donc tout ça. Et on le voit aussi lorsqu'on a des reportings avec ces fameux article 8, article 9. Donc dans la régulation, aujourd'hui, on a deux catégories de fonds qui ont du sens par rapport à ces critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Article 8, article 9, c'est quoi ça? Parce qu'on voit souvent ça dans les reportings. Ah oui, on voit ça, c'est tout nouveau. C'est la régulation dite SFDR, donc c'est SFDR. J'avais promis qu'on arrêtait les acronymes. Oui, là, Valérie, vous m'aidez pas là. Non, je vous aide pas. Donc un article 8 entre guillemets, c'est un fonds qui promeut des caractéristiques sociales et environnementales et donc qui s'engage à avoir des bonnes pratiques. Là où l'article 9, la distinction, c'est vraiment dans on va au-delà de la promotion en fait. On doit avoir un investissement durable. Et donc là, on doit avoir un objectif de durabilité affiché et se tenir à cet objectif. Donc on est encore un peu plus investi dans la durabilité. Complètement. Bon, c'est pas mal. Merci beaucoup. Alors sans plus attendre, on va voir comment ça se concrétise dans les investissements. Et vous savez qu'il y a du côté et du non-côté. On voit ça tout de suite. Merci Valérie. Alors on a parlé des critères ESG, ISR, plein d'acronymes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec Arnaud Bauduin. Merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis, Thibaut Richon, qui va être pour la partie non-côté. Côté, non-côté, comment on investit, dans quelle valeur, comment ça fonctionne. Sans plus attendre, Arnaud, comment ça fonctionne? Bonjour Benoît. L'investissement socialement responsable, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs, dans la gestion action pour ma part. Parce que moi, je suis gérant action chez Ophi depuis 2006 et je gère des fonds ISR depuis 2009. Donc, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans nos mœurs. Et voilà, simplement, la gestion ISR, c'est la base. C'est quelque chose qu'on retrouve maintenant un peu partout. Et nous, ce qu'on a décidé il y a quelques années, c'est d'aller au-delà en intégrant
plus précisément la dimension environnement dans le fond. Donc je pense qu'on en reparlera. Donc on a le E, le S et le G. Un peu moins de S, un peu moins de G. On est dans le E de l'environnement. Il y a le E, le S, le G, parce que c'est la base. Et il y a plus précisément le E, parce qu'on a identifié des tendances là-dessus qui se traduisent par à la fois une gestion des risques et saisir les opportunités qu'on peut avoir. Et simplement, quand on regarde le E, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, mais la transition juste est quelque chose qui est un concept qui est aujourd'hui important. Et la transition juste, ça veut dire qu'on fait la transition, mais pas au détriment des employés notamment. Transition énergétique, hein, ce dont on parle. Exactement. Donc des impacts sur l'humain. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Quelle est la stratégie? Comment vous travaillez pour aller sélectionner ces valeurs? Et puis comment vous les suivez aussi? Alors, l'ESG, les valeurs ESG sont prises en compte dans la sélection des sociétés, mais c'est également pris en compte dans la construction du portefeuille. Il y a tout un tas de règles, ça je vous renvoie probablement aux documents commerciaux sur le fond, parce qu'on ne va pas rentrer là-dedans. Simplement, donc, pour sélectionner les entreprises, et notamment sur ce fonds-là, c'est qu'on va investir dans des entreprises qui sont engagées dans la transition énergétique et écologique. Pas oublier, il y a les deux E après transition. Double E alors. Voilà. Double ESG. Donc, ces sociétés ont un socle commun de qualité ESG, et au-delà de ça, elles sont engagées dans la transition énergétique et écologique. Et là, c'est parce qu'elles vont être soit actives en apportant des solutions à leurs clients qui vont faire, elles, la transition. Donc, on va investir aussi dans les sociétés qui sont en transition, donc qui sont aujourd'hui des pollueurs et qui vont s'améliorer dans les prochaines années, puisque, in fine, quel est l'objectif? C'est de s'aligner sur les objectifs des accords de Paris. On doit tous réduire nos émissions, que ce soit vous, moi ou les entreprises, et l'idée c'est d'atteindre ces objectifs de décarbonation qui sont inclus dans les accords de Paris et qui visent à la neutralité carbone. Vous mesurez donc au fil du temps, depuis 13 ans maintenant, donc que vous suivez... Alors, pas depuis 13 ans, parce qu'en fait, la transition énergétique et écologique est devenue un pilier central de la stratégie d'investissement de ce fonds en 2016. 2016, si vous vous souvenez, c'est juste après les accords de Paris, et c'est également dans la foulée de l'article 173 qui a imposé aux investisseurs de dire ce qu'ils faisaient sur l'environnement. Et parce qu'avant, on ne pouvait pas le mesurer, on ne savait pas. Ah si, ça fait longtemps. Enfin, le problème du réchauffement climatique est un problème qui est connu depuis très longtemps. Pour mesurer, pour savoir. Pour savoir, alors moi, depuis 2015, je traque les émissions de gaz à effet de serre des entreprises parce que je veux savoir si, depuis 2015, elles ont pris en compte l'enjeu et si elles baissent année après année, à minima l'intensité de leur activité, mais si, surtout leurs émissions en absolu, parce que l'objectif de neutralité, il est d'éliminer les émissions. Il n'est pas de moins émettre pour chaque unité économique. Et donc, pour chaque entreprise donc, dans laquelle le fonds est investi, vous mesurez cette progression et en réalité, l'effort qui est réalisé par l'entreprise en tant que telle. Et si jamais elle ne réalise pas d'effort, si jamais il y a une stagnation, par exemple, vous sortez de la valeur? Alors, en fait, quand on regarde l'engagement de l'entreprise, il y a plusieurs choses. Il y a l'engagement qu'elles vont prendre au départ en disant « je m'engage à être net zéro à horizon 2030, 40, 50 ». Je m'engage à réduire de 50% mes émissions en 2030 par rapport à 2019. Donc ça, c'est des engagements qu'elles prennent. Donc ça, c'est déjà très important qu'elles le fassent. Ensuite, il y a les moyens qu'elles mettent en œuvre. Donc ça peut être tout un tas de politiques internes, de sensibilisation, des éléments de motivation, donc de rémunération variable de dirigeants et un peu de tout le monde, si même. C'est également la certification qu'elles peuvent demander pour la réalité de leur ambition. C'est-à-dire que vous dites, je m'engage à faire moins 50 en 2030, et vous pouvez faire valider votre plan de transition par notamment la SBT Initiative, qui est une autorité une organisation qui émane du CDP, qui est l'autorité principale sur les émissions, et puis également et d'autres organisations non gouvernementales. Et donc en fait là, elles vont dire, ok, ce que vous avez fait, c'est très bien, et c'est en ligne avec une trajectoire 1,5 degré, 2 degrés. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi apprécier. Et puis après, donc, je vous ai parlé d'engagement, je vous parle de moyens, mais il y a également les résultats. Et c'est là où on regarde la trajectoire des émissions. Aujourd'hui, et Valérie vous en a parlé, la notion d'engagement est au cœur de notre responsabilité d'investisseur. On va exercer notre droit de vote. Et également, on va dialoguer avec les entreprises. Moi, en tant que gérant,
je discute avec les entreprises régulièrement. Il y a et avec les années qui passent, on discute de plus en plus de sujets extra-financiers. C'est-à-dire que je vais rencontrer une société, je vais lui parler de ce qu'elle fait, de ses résultats-là, de ses perspectives, de ce qu'elle met en place, etc. Mais je vais aussi maintenant lui parler souvent de la dimension environnementale. Et au-delà de ça, on va avoir, en fonction de ce qu'on va pouvoir noter comme résultat, engager un dialogue en disant écoutez, vous nous avez dit que vous allez faire moins 30 d'ici 2025. Là, de ce que je vois, vous n'y êtes pas vraiment. Est-ce que vous pouvez me donner une explication? Il peut y avoir des explications et des explications tout à fait crédibles, d'autres qui le sont moins. Et auquel cas, on va faire évoluer ce dialogue. Et en fonction des réponses, ça pourrait nous conduire à désinvestir. Aujourd'hui, on n'en est pas encore parce que j'ai fait poser des questions par l'équipe ISR l'été dernier et j'ai eu des réponses qui m'ont satisfaite. Donc, auquel cas, on n'est pas rentré dans une logique de désinvestissement. Un exemple de valeur que vous aimez bien, dans lequel vous avez investi? Il y en a beaucoup. Alors, en fait, je pourrais vous en donner, parce qu'en fait, le fonds est quand même assez protéiforme. La transition, je vous ai dit, elle est énergétique et écologique. Donc, afin de ne pas avoir un fonds qui soit trop resserré sur quelques activités. Combien de valeurs dans le fonds? Il y a 42 valeurs. 42 valeurs. Dans ces 42 valeurs, il y a des entreprises qui sont des apporteuses de solutions, enfin, on va dire des entreprises en transition. Par exemple, Enel, qui est l'EDF italien, et c'est un énorme, si ce n'est l'un des plus gros investisseurs dans les énergies renouvelables. Donc lui, il produisait de l'électricité. Je vous rappelle qu'en 2050, on aura besoin de beaucoup plus d'électricité que ce qu'on a aujourd'hui, puisque le monde s'électrifie, et que l'énergie sera plus d'électricité que du pétrole, notamment. Donc, on a besoin d'électricité. Et donc, ces entreprises-là, elles ont besoin de décarboner leur processus de fabrication d'électricité. Enel est à l'avant-garde, est un gros investisseur dans le sujet. Et pour faire ça, ils ont besoin aussi d'entreprises qui vont leur apporter des solutions. Un exemple, c'est Vestas, qui fabrique des turbines éoliennes. Donc ça, avec ces turbines, et qui plus est, les turbines qui vont pouvoir se mettre offshore, donc dans la mer où ça gêne personne, et on a besoin de ces entreprises. Loin des côtes quand même, hein. Oui. Non, mais après, il y a toujours des gens qui sont là pour râler. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Donc ça, c'est par exemple pour l'énergie. Parce que sur la transition, il y a l'énergie. Les bâtiments, là, le but est d'améliorer l'efficience des bâtiments. C'est là où il y a énormément c'est 40% des émissions. Donc il faut que là, on améliore l'efficience des bâtiments. Donc c'est changer les modes de chauffage ou de refroidissement. Et puis c'est améliorer l'isolation pour moins chauffer, pour être plus frugaux. Donc là, un exemple typique, c'est Saint-Gobain, qui a tout un tas de produits qui permettent cette isolation de plus grande performance. Vous avez également le transport. Le transport, c'est juste qu'on va évoluer vers des véhicules qui sont décarbonés. Vous avez des entreprises comme BMW qui se sont engagées à baisser de 40% leurs émissions de scope 3. Le scope 3, c'est les émissions qui proviennent de l'utilisation des produits. Et donc ça, en 2030, ils vont baisser les émissions. Pourquoi? Parce qu'ils vont électrifier leurs véhicules. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Et comme pour pouvoir électrifier, vous avez besoin de solutions. Par exemple, un Valeo va vous apporter des solutions. Donc il y a toute une chaîne en fait de réflexion, de raisonnement. C'est comme ça qu'on construit aussi son allocation, certainement, par rapport aux gens que vous donnez. Bon, c'est passionnant, mais on va être obligé. On a parlé beaucoup de côtés. Merci beaucoup Arnaud. Mais aussi, on a les transitions énergétiques, on a les critères ESG dans le non-côté. Alors Thibaut, je vais vous laisser présenter l'entité spécialisée au sein d'Ophi qui s'occupe notamment d'Infra dont vous allez nous parler. Parlez-nous un peu du non-côté et puis des critères ESG, ISR, du sens de son épargne qu'on pourrait vous confier. Oui, absolument, Benoît. Donc, Swan Capital Partners est la filiale du groupe Ophi dédiée à l'investissement responsable dans le non-coté. On couvre précisément 3 classes d'actifs, le private equity ou capital investissement, l'investissement dans la dette privée et enfin les infrastructures. Swan a beaucoup grandi ces dernières années. On a à peu près 8 milliards d'actifs sous gestion. On investit à la fois ce qu'on appelle en multistratégie, c'est-à-dire sélection de fonds et co-investissement direct dans les entreprises, dans les actifs, aux côtés des gérants sélectionnés. Et puis, à côté de ça, des gestions à impact, des fonds d'impact en infrastructure greenfield, c'est-à-dire développement d'infrastructures notamment dédiées au biométhane et au gaz renouvelable dans son ensemble, et dans l'innovation dédiée à l'économie bleue, à l'économie des océans. Swan aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs basés à Paris et un terrain d'investissement essentiellement européen. Et donc avec des critères extra-financiers, comme on dit, qui ont
une importance fondamentale Absolument. chez vous. Absolument. Expliquez-nous comment vous travaillez sur ces éléments-là. Et puis juste un petit peu aussi, infra, vous avez donné des exemples. C'est quoi l'infrastructure? C'est quoi concrètement? Je vais prendre vos questions dans l'ordre. Sur le sujet de l'intégration des critères E, S et G dont on a beaucoup parlé, c'est effectivement totalement intégré à l'ensemble du cycle d'investissement chez Swan Capital Partners, de la recherche d'opportunités à la phase d'exécution, de due diligence, en fait, d'étude des sociétés et des actifs, et enfin, dans toute la phase de détention en portefeuille, où cette notion d'engagement, qui a été expliquée par Arnaud et Valérie, est clé chez nous. Et le fait d'être justement investisseur de société en non-coté nous permet généralement d'avoir un pourcentage de détention du capital très important, souvent d'être aux côtés d'investisseurs majoritaires ou d'être à minima un investisseur minoritaire avec une influence significative, et donc qui permet les bonnes conditions d'un dialogue sur les sujets financiers et évidemment extra-financiers. Droit de vote, donc là aussi. Hein. Droit de vote, absolument. Même représentation dans les organes de gouvernance de la société, participation au conseil d'administration, absolument, administrateur, ou présent au conseil de surveillance, et souvent un rôle clé également dans la sélection de l'équipe dirigeante. Un engagement encore un peu plus profond par le niveau de détention que vous avez dans les entités. Absolument, absolument. Et ça se prête extrêmement bien, donc, notamment à l'investissement en infrastructure. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les infrastructures? C'est l'ensemble des actifs, des équipements, des réseaux qui permettent et assurent le développement économique et social d'un pays, d'une région. Quelques exemples, on les classe généralement en 4 grands secteurs, et Arnaud en donnait quelques exemples tout à l'heure dans ses sélections de valeurs. Il y a le secteur de l'énergie et de l'environnement, le secteur des transports, le secteur du digital, des infrastructures télécom, et enfin les infrastructures sociales qui recouvrent tous les équipements de santé et d'éducation notamment. D'accord. Et donc, combien de participations vous avez? Combien de fonds? Comment ça fonctionne? Alors, la multistratégie telle qu'on la met en place chez Swan nous permet généralement d'avoir au sein de nos fonds une grosse centaine d'actifs sous-jacents investis. Donc, une très bonne diversification, aussi bien en termes de granularité de nombre d'actifs, mais aussi par secteur. On va veiller à avoir une bonne diversification par type de secteur d'activité. On se rend compte que le marché de l'infrastructure, c'est une classe d'actifs qui est encore assez récente, hein, qui a une vingtaine d'années, sur laquelle Swan est entré de manière assez précoce dès 2010. Et les grandes tendances de l'infrastructure, c'est aujourd'hui évidemment la décarbonation, donc toute la transition énergétique, donc décarbonation de la production d'électricité, de la production d'énergie, mais aussi des modes de transport. La digitalisation, un effort très important à fournir en matière d'équipement et d'infrastructures de réseaux télécom, réseaux de fibre optique, data center, infrastructures de 5G, tours télécom, et puis le changement démographique qui nous incite évidemment à investir dans les infrastructures de santé, les hôpitaux, les maisons de retraite, des écoles et des crèches pour les plus jeunes générations. Donc, c'est en action, investissement en action ou en obligation? Parce que parler d'action, d'obligataire. On est principalement, nous, investisseurs en capital ou en titre de quasi-capital. D'où qui permet justement cette présence dans les organes de gouvernance et cet engagement actionnarial. Donc, mais un accompagnement qui peut se faire aussi sur l'obligataire ou pas? On en fera. Qui peut, mais c'est plus difficile. C'est plus difficile. Vous pouvez avoir une représentation dans les instances de gouvernance, mais vous êtes forcément un peu plus passif qu'un investisseur en capital qui a la relation directe avec le manager et la légitimité et la présence dans les instances de gouvernance de la société. Bon, c'est passionnant, mais on va être obligé de vous laisser. Donc, pour aller rechercher vos valeurs, côté, non côté, Swan, Ophi, en tout cas, un univers qui est passionnant. Merci messieurs, merci à Valérie aussi, qui nous a quittés. On a un petit plateau, mais bien sympathique quand même. À très vite.